Madame Karima Bennoun, vous êtes professeure de droit international à l'Université de Californie Davis School Law. Bienvenue à l'APS. Vous êtes ici en Algérie dans le cadre du Salon du Livre. Vous présentez aujourd'hui un ouvrage, un recueil de témoignages fait à partir d'interviews sur la résistance antiterroriste en interne, c'est-à-dire dans les pays qui souffrent de terrorisme. Cet ouvrage a reçu le prix du meilleur livre de sciences sociales en 2013, mais il a aussi reçu le prix littéraire de la paix de Dayton en 2014. Vous êtes algéro-américaine, vous avez écrit ce livre au titre de « Votre fatwa ne s'applique pas ici ». « Your fatwa doesn't apply here ». C'est un livre donc témoignage. Ma première question, c'est pourquoi ce thème? Mais en premier, pourquoi ce titre? Alors, je commence avec le titre. Merci pour la question. Le titre, c'est une phrase que j'ai prise d'une pièce de théâtre pakistanais qui a été écrite par Shahid Nadim. C'est un grand dramaturge pakistanais qui travaille avec une compagnie qui s'appelle Ajoka dans la ville de Lahore, Pakistan. Et la phrase, ça vient d'une pièce de théâtre qui s'appelle Boulé. Et ça parle de Boulé Shah, c'est un soufi du XVIIIe siècle qui a lutté contre les intégristes de son époque. Et il y a une scène dans la pièce où il y a des jeunes adeptes de Boulé qui sont en train de jouer de la musique soufi, ça s'appelle un qawwali. Et il y a un mullah qui vient vers eux pour leur dire « c'est interdit de jouer la musique, il faut arrêter ». Et voilà un fatwa qui dit qu'il ne faut pas jouer la musique. Et un des jeunes, il répond « vos fatwas ne s'appliquent pas ici ». Donc j'ai pris le titre de cette phrase-là pour souligner cette histoire de résistance pendant des siècles dans beaucoup de pays. J'apprécie beaucoup cet esprit de résistance. Bien sûr, un fatwa peut être quelque chose de positif comme ça peut être négatif. Donc là, c'est seulement, je parle des fatwas qui ont été utilisés, mal utilisés, instrumentalisés pour justifier le terrorisme et un point de vue intégriste. Je ne parle pas de tous les fatwas, bien sûr. Madame Karima, cet ouvrage donc, est une série d'interviews faites parfois in situ. Vous avez donc dû vous déplacer des États-Unis jusqu'au Bangladesh, au Soudan, au Mali. Donc il y a combien de pays qui ont participé à une quinzaine, je pense, une quinzaine de pays? J'ai interviewé presque 300 personnes de 30 pays à majorité musulmane. Mais je n'ai pas pu faire tous les pays. J'ai fait le Pakistan, l'Afghanistan, l'Égypte, la Tunisie, le Niger, le Sénégal, l'Algérie. Bien sûr, l'Algérie est très important là-dedans. Je suis aussi allée en Russie où j'ai interviewé des gens qui viennent de Tchétchénie, de Daghestan, etc., d'autres régions concernées. Et j'ai aussi fait des interviews soit avec les réfugiés, soit par Skype, ou si les gens venaient rendre visite aux États-Unis, avec des personnes du Soudan, de l'Iran, du Somalie, donc beaucoup de pays, et aussi des personnes qui vivent dans les diasporas. Parce que là aussi, cette question d'intégrisme et même la question de terrorisme maintenant est une question aussi importante. Et pour moi, je pense que je n'ai pas tout à fait répondu à votre première question. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire ce livre? Moi, j'ai bien suivi ce qui s'est passé ici en Algérie pendant les années 90. Mon père était là pendant cette période et j'étais très touchée par le fait que cette souffrance énorme des Algériens des années 90 et aussi leur résistance au terrorisme n'était pas très bien connue dans le monde anglophone. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre en commençant avec les histoires algériennes pour faire connaître le monde anglophone, pour vraiment introduire ces histoires de l'Algérie dans le monde anglophone,
pour apprendre de ce qui s'est passé en Algérie, mais aussi pour tirer des leçons qui peuvent être utiles aujourd'hui dans les autres contextes. Et je voulais absolument changer les stéréotypes de certaines, et je souligne certaines Américains, vis-à-vis les musulmans et les personnes présumées de culture musulmane, en donnant une vision tout à fait différente de nos pays, de nos régions, c'est-à-dire la vision des personnes, des opposants, qui ont mis parfois à risque leur vie pour lutter contre le terrorisme et l'intégrisme. Justement, j'en viens à cette histoire, à cette démarche de répertorier les interviews et d'aller chercher les témoignages un par un, parfois in situ ou alors par Skype ou par mail. Est-ce que vous avez noté une ressemblance, un point commun qui ressort très fortement chez ces personnes qui font de la résistance antiterroriste en interne, un peu leur motif de vie finalement? Le résistance dont j'ai parlé, moi, c'est surtout le résistance pacifique. Donc, la société civile est très importante là-dedans. J'ai interviewé beaucoup des militantes des droits des femmes, des militantes des droits humains, des journalistes, des artistes. Et j'ai trouvé que partout, ils étaient motivés par des principes. Le principe de solidarité avec les personnes ciblées dans leur société par le terrorisme, par l'intégrisme, surtout l'intégrisme armé. Ils étaient motivés parfois aussi par le fait qu'eux, ils étaient ciblés. Surtout les femmes, les militantes des droits des femmes étaient toujours partout sur les lignes de front. Pour plusieurs raisons, y compris le fait qu'elles étaient toujours parmi les premières cibles de l'intégrisme, y compris ici en Algérie. Donc vous expliquez aussi que la résistance qui est finalement, selon les témoignages, a été menée par beaucoup de femmes, je pense en majorité de femmes. En fait, c'est les femmes qui ont été un pilier fort de cette résistance. Comment expliquer le fait qu'elles sont à chaque fois les premières à résister? Dans n'importe quelle religion, on trouve que les mouvements intégristes ciblent les droits des femmes et, par exemple, ils essaient d'imposer un certain comportement à la femme, même une façon de s'habiller. Et là, je pense que les femmes se sont concernées dès le début, même avant la grande montée de violence qui est vue comme ouvertement politique, intégriste dans une société. Et c'est ça qui est arrivé ici en Algérie, par exemple, la violence contre les femmes par les intégristes, ça a commencé au fin des années 80, même avant le grand terrorisme des années 90. Mais le monde n'était pas très intéressé. Le monde n'a pas compris ça comme une violence politique. Mais vraiment, c'était quelque part une signe annonciateur, si je peux le dire comme ça, du terrorisme qui allait venir après. Et je pense aussi que vraiment les femmes ont compris ce qu'une sociologue brillante nigérienne m'a dit, c'est que chaque pas en avant dans la lutte pour les droits des femmes, c'est un pas dans la lutte contre l'intégrisme. Il y a vraiment une relation entre la lutte pour l'égalité homme-femme et la lutte contre l'obscurantisme. Et ça, c'est vrai dans toutes les religions du monde. Hier, lors de la conférence que vous avez tenue à la SAFEX, vous avez cité l'exemple d'une juge qui est très courageuse. Vous avez dit qu'aujourd'hui, elle a plus de 23 gardes du corps. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Voilà, c'est un exemple assez extraordinaire de résistance. Le courage des femmes que j'ai rencontrées, ça m'a beaucoup touchée. Et là, j'ai raconté l'histoire d'une femme qui s'appelle Maria Bashir. C'est la première femme procureure générale en Afghanistan, la première et la seule jusqu'à présent. Elle est procureure générale dans la région de Herat en Afghanistan, c'est dans l'extrême ouest du pays. Et quand j'ai eu la possibilité de la rencontrer, elle m'a expliqué qu'au début, elle avait que 3 gardes-corps. Et puis, après avoir reçu plus de menaces, elle avait 8. Et puis, quand je l'ai interviewée en 2011, elle avait 23 gardes-corps. Et là, c'était parce qu'elle a déjà été ciblée par des attentats à la bombe. Une qui a blessé gravement un de ses gardes-corps, une autre qui a failli tuer ses enfants. Heureusement, les enfants ont été épargnés aux dernières minutes.
Et je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous continuez ce travail? Le travail qu'elle fait, c'est très important. Elle a créé dans son bureau comme procureur, elle a créé un bureau qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un travail très dangereux face aux talibans dans son pays. Pourquoi vous continuez? Elle m'a dit, tout le monde me pose cette question, mais c'est seulement que pour moi, l'avenir des autres Maria Bashir, c'est très important, ça vaut le risque. Et moi, j'ai compris, elle m'a dit, si des gens comme moi ne prennent pas ces risques-là, cet avenir pour les autres Maria Bashir, ça ne va pas s'améliorer. Et c'est cette amélioration que je veux avant tout. Elle m'a dit, l'avenir pour les femmes d'Afghanistan sera mieux un jour. Et il faut lutter pour ça, même si on est assassiné pour cela. Et là, je ne vais jamais oublier les paroles de cette femme. Deuxième exemple que vous avez cité et qui me semble assez important, c'est la résistance de cet imam. Donc il n'y a pas que les femmes qui résistent, il y a aussi les hommes. Oui, absolument. Et des hommes de foi, des hommes de religion. Des hommes de foi. Il y a l'histoire d'un imam afghan que j'ai rencontré dans la même ville où j'ai rencontré Madame Bashir. C'est un imam qui s'appelle Sayed Ahmed Husseini. Et il se dit ouvertement défenseur des droits des femmes. Quand je l'ai rencontré à Herat, il était en train de tenir un discours pour les droits des femmes et contre les mariages forcés et les mariages précoces en Afghanistan, mais en utilisant des arguments basés dans la religion et son interprétation de religion. Et il a dit que si les frères et les maris ne respectent pas leurs femmes et leurs sœurs, ils ne respectent pas l'islam. Et les femmes, vraiment, elles étaient tellement touchées par son discours. Elles ont demandé, Sayed Ahmed Husseini, est-ce que vous pouvez revenir demain? On veut continuer à discuter avec vous. Et j'étais vraiment impressionnée par son travail. Et aussi, je n'oublierai jamais que ce monsieur, cet homme de foi, il a insisté de me raccompagner le soir à mon hôtel pour s'assurer de ma sécurité. Et lui, c'est quelqu'un qui court beaucoup de risques avec son travail. C'est-à-dire pour lui, de rentrer le soir à Herat, c'est dangereux. Mais avant tout, il se concernait avec ma sécurité. Et là, je trouve que c'est très important de souligner que dans la lutte contre l'intégrisme et le terrorisme, on trouve une diversité énorme. On trouve des personnes de foi, des personnes pratiquantes, on trouve des personnes laïques, on trouve des personnes qui sont croyants et laïques à la fois. On trouve des personnes qui sont de culture musulmane, mais qui sont athées, qui sont des libres penseurs, qui sont agnostiques. Donc il y a cette diversité très importante. Mais je pense que vous avez souligné une question très importante, que certaines des personnes dans mon livre luttent contre l'intégrisme pour des raisons religieuses. C'est-à-dire pour eux, c'est très important de protéger leur religion qui est sacrée pour eux de la manipulation politique. Le chapitre Algérie, c'est un chapitre difficile, un chapitre que vous avez qualifié de sensible. Oui. Pourquoi? Donc ce chapitre-là, il s'appelle « Cultivant les roses dans le triangle de la mort ». Et pour cette recherche, je suis partie à Blida, je suis partie à Sidi Moussa. J'ai fait beaucoup d'interviews ici en Algérie, dans le Metidja et à Alger, et aussi dans le diaspora algérien, parmi les gens qui ont dû fuir pendant les années 90. C'était pour moi le chapitre le plus important et en même temps le plus difficile à écrire, parce que ça me rappelait beaucoup de souvenirs personnels, des souvenirs des amis qui sont tombés dans le champ d'honneur ici, des luttes des gens qui ont beaucoup souffert, que j'ai eu l'honneur de connaître. Et donc, écouter ces histoires-là et réécouter, parce qu'il faut écouter, mais peut-être 10 ou 20 fois une histoire avant de le rédiger, avant de le présenter dans le livre. C'était un projet un peu dur, si je peux dire comme ça. Mais en même temps, je suis très heureuse de l'avoir fait, parce qu'il me semble que nous, dans le diaspora algérien, nous avons
une obligation, une responsabilité d'apprendre de ce que vous avez vécu ici et aussi de transmettre, de partager cette histoire avec le monde, avec, dans mon cas, le monde anglophone. Donc, j'ai trouvé que, moi, j'avais pensé que j'ai compris ce qui s'est passé ici pendant les années 90. Mon père était là, j'ai fait le va-et-le-vient jusqu'en 96. Et ce que j'ai compris quand je suis partie à Blida et Sidi Moussa, et j'ai fait beaucoup des interviews avec les victimes, c'était que l'ampleur de la souffrance était beaucoup plus profonde que j'en avais compris et que le monde n'a pas compris. Je ne vais jamais oublier, par exemple, une femme simple, pauvre, que j'ai interviewée à Blida, qui s'appelait Fatma Msekri. Et elle a perdu 6 de ses 9 enfants, massacrés dans les alentours de Blida pendant les années 90. Et faute de moyens, elle n'a pas pu quitter son maison. Donc jusqu'à la fin de ses jours, l'année passée, elle a dû vivre dans le même endroit où ses enfants ont été massacrés. C'est-à-dire, quelque part, elle a dû vivre le massacre jour après jour. Et vraiment, je ne vais jamais oublier le visage ou la voix de cette femme-là. Seulement, je suis heureuse que, à cause du livre, l'histoire de cette femme-là a été reprise dans la presse américaine. Ça veut dire que des traces de son souffrance et de son courage restent pour le monde international aussi. Et vous savez, c'est les détails, comme j'ai dit hier, les détails sont tellement importants. Une autre chose que j'ai gardée de cette femme, quand je l'ai interviewée, il y avait une amie qui m'a accompagnée, qui est diabétique. Et nous avons fait des interviews pendant toute la journée. L'amie diabétique avait besoin de manger. Et cette femme, Madame Msekri, une femme pauvre qui n'avait pas beaucoup de moyens, elle avait une galette avec elle. Elle a insisté, mais insisté, après nous avoir raconté la pire histoire de ce qui s'est arrivé pendant sa vie, qu'elle ne voulait pas raconter, et elle a beaucoup pleuré. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insisté à donner la galette à l'ami qui était avec moi. Et c'est comme pour quelqu'un de riche de donner sa montre ou bien beaucoup d'argent. Et là, j'étais très touchée, c'est-à-dire la générosité des victimes, même après avoir vécu tout ça, de continuer à être ouvert, de continuer à donner, à recevoir des gens comme ça. C'est un petit détail peut-être, mais ça reste avec moi et même j'ai écrit dans le livre. Et c'est dommage qu'avec toute sa générosité, Madame Msekri, elle n'a pas eu plus de chance dans la vie, ce qui est vraiment injuste. Et bien sûr, ça c'est une histoire. On peut raconter des centaines, des milliers d'histoires comme la sienne. J'ai l'impression que finalement, garder la dignité et l'humanité après tout ce qu'elle a vécu, c'est l'ultime acte de résistance. Absolument. Et d'avoir le courage de raconter. Parce qu'elle m'a dit au début, Madame, je ne veux pas raconter, mais je vais raconter pour vous aider dans votre travail. Raconter le massacre de 6 enfants. Et je ne trouve pas les mots ni en anglais ni en français. Et vous savez, quelque part dans le livre, c'était une lutte pour trouver les mots. Comment raconter de telles histoires, ce que les Algériens ont vécu ici. Par exemple, je raconte l'histoire de la famille Kadar à Blida, la famille du militante Sherifa Kadar. Et sa sœur Leila et son frère Mohamed Reda ont été assassinés par le GIA chez la famille, dans la maison, devant la famille. Ils ont été torturés avant, surtout le frère Mohamed Reda. Comment raconter la souffrance d'une famille comme ça? Mais vous savez, ce qui a beaucoup touché le public anglophone, c'est que qu'est-ce que cette famille a fait? Est-ce qu'ils ont seulement fait son deuil? Non. Ils ont fait le deuil et puis, avec des autres victimes, seulement 3 mois plus tard, ils ont fondé l'association Jazairuna, Notre Algérie, pour les victimes de terrorisme dans la région de Blida, pour aider, pour apporter une solidarité aux autres victimes.
Et là, vraiment, j'ai appris que la meilleure chose qu'on peut faire avec notre souffrance, c'est d'aider les autres. Et même le journal, le Washington Post aux États-Unis, a repris cette histoire du livre, a raconté cette histoire. Et je pense que c'est surtout ce fait-là, c'est-à-dire que cette famille, comme d'autres familles, a eu le courage, quelque part, de survivre et aussi d'aider les autres. C'est ça qui leur a touché. Moi, il me semble que votre ouvrage est un livre pas du tout classique pour une professeure de droit. Donc, oui. Ce n'est pas un livre académique, c'est un livre de consignation, de témoignages, un livre à la limite journalistique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir aussi pourquoi vous avez aussi tenu à consigner ou alors à utiliser les détails. Est-ce que c'est une façon d'appâter le lecteur, de sortir des paradigmes figés, ou alors c'est un parti pris, une façon de rendre le livre beaucoup plus digeste? Merci beaucoup pour cette question, parce que je pense que la question de la méthodologie est très importante. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, comment faire un tel livre. Et j'avais décidé que ce que je voulais faire surtout, c'était d'écouter les gens sur les lignes de front, pas imposer mon paradigme à moi. Et je pense que j'ai appris ça de mon père, qui était un professeur d'anthropologie algérien, Mahfoud Bennoun. Il m'a toujours dit que les grands penseurs, parfois, ils créaient des paradigmes et puis ils essayaient de mettre la réalité dedans. Et lui, il pensait ce qui était important, c'était d'apprendre du monde et puis après façonner son paradigme basé sur cette réalité. Donc justement, c'est ça que j'ai essayé de faire. Je voulais vraiment écouter, entendre et faire entendre les paroles des gens. Et je trouve que c'est ça qui est important dans le livre, plus important que mes paroles à moi. Les détails, il me semble, sont très importants pour humaniser le sujet, les gens, pour lutter contre les stéréotypes, pour diminuer les distances entre les gens, surtout pour que le lecteur américain, le lecteur anglophone, peuvent quelque part sympathiser avec soit les Algériens, soit les Afghans. C'est les détails. Par exemple, Houria Mossadegh, militante pour les droits humains afghane, qui a perdu son frère, son petit frère, dans un attentat des Moudjahidines en Afghanistan pendant les années 90. L'Afghanistan a vécu un peu ce que l'Algérie a vécu aussi pendant la même période. Elle me raconte l'histoire de comment il est mort, son frère, et je ne vais jamais oublier, le petit, il était sur le toit de la maison avec un autre frère. Ils étaient en train d'essayer de réparer l'antenne de la télévision parce qu'ils avaient perdu le télévision à la maison. Donc, ils ne pouvaient pas regarder des émissions et bien sûr, c'est ce que les jeunes aiment au niveau mondial. C'est des petits détails et aussi des détails horribles, c'est-à-dire comment qu'elle a trouvé le corps de son frère dans la rue. Après, c'était on appelle en Algérie un habhab des Moudjahidines qui est tombé sur la maison. Et généraliser, ça n'apporte pas grand-chose. Mais parlons spécifiquement de ce que ça représente pour une famille, l'histoire de comment cette famille a essayé d'apporter les deux jeunes à l'hôpital. Ils ont perdu l'un, l'autre, il a été gravement blessé. Il me semble que c'est ça qui peut toucher les gens. Il y a aussi l'histoire du montre de Amel Zenoun Zouani. Amel, c'était une jeune Algérienne étudiante en droit à la faculté de droit à Ben Aknoun, ici à Alger. Elle a été assassinée par le JA aux alentours de Sidi Moussa en 1997. C'était une jeune femme très courageuse qui a insisté de continuer ses études, même face aux menaces contre tous les étudiants et les professeurs pendant les années 90. Et sa famille, ils m'ont raconté qu'ils ont perdu Amel exactement à 17h17. Et ça, on le sait parce que quand Amel Zenoun Zouani a été égorgée, elle est tombée dans la rue, en dehors de l'autobus où elle voyageait pour rentrer chez elle. Et sa montre s'est cassée, exactement au même moment.
c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Le courage de cette famille de me raconter cette histoire, de me montrer la montre d'Amel. Et j'ai eu le grand honneur de prendre une photo de cette montre et je le montre partout pour dire que vraiment cette lutte contre l'intégrisme et le terrorisme est urgente. Parce qu'il y a trop des Amel Zenoun aujourd'hui dans le monde qui retrouvent encore le 17h17, soit au Nigeria, soit au Pakistan. Et là, ça doit absolument s'arrêter. Donc, encore une fois, il me semble que c'est ces détails-là qui, comme vous avez dit, qui humanisent. Ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, vous, quelqu'un d'autre. Nous allons parler un peu de votre famille. Vous vouliez donc avec ce livre rendre hommage à la résistance de la grande famille algérienne, mais aussi rendre hommage à votre famille, à vous. Donc dans un cercle plus intime, la résistance de votre grand-père, l'Akhdar, tombé au champ d'honneur, la résistance de vos deux oncles, mais aussi de votre papa. Est-ce que ce livre est aussi un acte de loyauté familiale? C'est une bonne question, merci. Donc le livre est dédié à 5 personnes, y compris mon grand-père, l'Akhdar Bennoun, qui est, comme vous avez dit, tombé au champ d'honneur pendant la guerre de libération, qui est shahid. Et j'ai connu l'histoire de mon grand-père à partir de l'enfance. Et je pense que ça m'a toujours donné l'idée en tête qu'il y avait une grande responsabilité. Soit si je vivais ici, comme j'ai vécu ici pendant une partie de mon enfance, soit si j'étais à l'extérieur. Vraiment de sauvegarder la mémoire de mon grand-père et de me solidariser avec l'Algérie, avec les Algériens, dans la lutte pour construire ce grand pays qui a été créé par nos grands-parents, mon grand-père et nos grands-parents, nos grands-mères aussi. Et je dis dans le dédicace du livre que mon grand-père est mort pour que sa famille aura la possibilité de connaître la liberté. Donc je pense que c'est une lutte qui parle de la guerre de libération, mais c'est une lutte actuelle aussi, ici et ailleurs. Donc quelque part pour moi, le livre rend hommage, ou bien essaye de rendre hommage à cet esprit-là. Le livre commence aussi avec l'histoire de mon père, qui était professeur à l'université d'Alger, qui a écrit beaucoup des articles dans la presse algérienne contre le terrorisme pendant la période du terrorisme. Par exemple, il a écrit un article qui s'appelle « Comment l'intégrisme a produit un terrorisme sans précédent » qui a été publié chez Al Watan en 1994, où il a dénoncé ce qu'il appelait la rupture radicale des terroristes avec l'islam comme ça a été vécu par nos ancêtres. Pour lui, c'était très important de faire cette grande différence entre l'islam, la tradition importante, la religion, et l'islamisme, le terrorisme, qui était un phénomène politique et très négatif pour le pays. Et il a publié tout ça, il a signé son nom, comme beaucoup d'intellectuels algériens. Mon père aurait eu honte si je parle seulement de lui, comme beaucoup d'autres personnes, journalistes, intellectuels algériens. Il a pris beaucoup de risques, il a reçu des menaces comme beaucoup d'autres personnes. Il a dû quitter son appartement, mais il n'a pas quitté l'Algérie, il a continué à écrire. Il a soulevé la voix, toujours. Même il était malade pendant cette période. Donc là aussi, c'était une très importante leçon pour moi, qu'on a une responsabilité de parler, même si c'est difficile, même s'il y a des risques. Il faut parler, il faut avoir le courage. Donc vraiment, le livre a aussi été inspiré par la lutte, pas seulement de mon père, je dirais de mon père et comme vous avez dit, la grande famille, c'est-à-dire les gens qui ont mené le même combat pacifique qu'a mené mon père. Parce que je veux que le monde apprenne de ce que vous avez vécu ici. C'est injuste qu'il y a eu tous ces sacrifices, qu'il y a eu toute cette violence et tout ce courage et que ce n'est pas plus connu. Donc, c'était quelque part un travail politique, un travail professionnel, mais aussi un travail très personnel. C'est aussi un travail donc, de lutte contre les stéréotypes.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, après les attentats du 11 septembre, après les conséquences de cet attentat sur le monde, le climat anti-musulman, je dirais pas cette paranoïa, un peu cette atmosphère très très méfiante envers les musulmans, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de nager contre un courant très très fort maintenant aux États-Unis et que vous, à votre tour, vous faites partie d'une famille de résistance interne aux États-Unis? Vous savez, j'ai dit hier aussi là, j'ai souligné que je lutte contre les stéréotypes de certains Américains, parce qu'il faut non plus stéréotyper les Américains. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes là-bas qui font la différence complètement entre l'islam et l'islamisme, qui luttent eux-mêmes, elles-mêmes, contre la discrimination aux États-Unis. Et hier, j'ai raconté l'histoire, par exemple, des militants pour la paix américains qui, le vendredi après le 11 septembre, le 11 septembre c'était un mardi 2001, le vendredi après le 11 septembre, ils ont encerclé une mosquée à Chicago pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui sont venues faire la prière à l'heure de la prière et aussi pour quelque part manifester leur solidarité avec tous les Américains, y compris les immigrés, y compris les personnes d'origine musulmane. Donc là, j'essaie d'éviter les stéréotypes des deux côtés. Mais vous avez raison absolument. Surtout à l'extrême droite américaine, il y a un grand problème aujourd'hui de discrimination contre les musulmans et les immigrés et de instrumentaliser cette discrimination dans la politique pour une certaine xénophobie. Moi, je suis contre cette politique et il y a beaucoup des autres Américains qui luttent contre cette politique aussi. Et je pense que raconter ces histoires-là, c'est-à-dire d'expliquer que les premières victimes et le plus grand nombre des victimes des mouvements terroristes, intégristes, islamistes, c'était des musulmans. C'est très important. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les autres victimes ne sont pas importantes. Eux aussi, ils sont très importants. Mais on a oublié parfois ces histoires. Et je vais vous dire, j'ai vu sur Twitter une fois un monsieur qui s'est identifié comme quelqu'un de la droite américaine. Il a envoyé mon discours TED sur le livre sur Twitter. Il a dit, à cause de ce discours, je ne vais jamais avoir les mêmes idées sur les musulmans. Donc là, j'étais tout à fait content. Quelque part, c'était un lutte avec des axes multiples, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, je lutte en même temps en soutien de ceux qui luttent contre l'intégrisme ici et je lutte contre les stéréotypes et la discrimination là-bas. Et je dis dans le livre que là où on a une responsabilité de mener un combat pacifique contre l'extrême droite. Et il me semble qu'il y a un lien entre ces luttes-là. Mais vous avez raison aussi, je ne fais pas cette lutte toute seule. Ce que je fais, c'est de raconter les luttes qui sont menées partout, soit en Afrique occidentale, au Mali, soit au Somalie, en Afrique orientale, soit au Moyen-Orient, soit en Afrique du Nord, soit dans les diasporas. Et vous avez tout à fait raison, quelque part, c'est une famille de personnes qui fait ce travail. Et je trouve justement que nous avons besoin de plus de réseautage entre ces gens-là, de pouvoir travailler ensemble au niveau international. Parce que vous savez, eux, les terroristes, les extrémistes, eux, ils travaillent ensemble. Ils sont très bien organisés sur Internet, sur le plan international. Et maintenant, pour les démocrates, c'est très important d'être un contrepoids, pas seulement dans leur communauté et leur pays, mais aussi au niveau international. Dernière question. Dans quelle mesure l'entretien de la mémoire est-il un préalable à la paix? Vous savez, je suis très contente que, comme vous avez dit, le livre a reçu le prix littéraire pour la paix de Dayton. C'est un prix qui a été créé après le processus de paix qui a eu lieu dans la ville de Dayton aux États-Unis. Et c'est surtout ce prix qui est très important pour moi parce que ça reconnaît que la lutte contre l'intégrisme et le terrorisme, c'est une lutte pour la paix. Et je pense que un paix durable, ça doit être basé sur la justice, sur la vérité, sur la mémoire. On ne peut pas nier. Vous savez, une grande poète américaine, Maya Angelou, qui vient de mourir, une poète noire américaine, elle a écrit que
on ne peut pas, c'est-à-dire l'histoire ne peut pas être non vécue. On l'a vécue, on ne peut pas l'effacer. Mais elle a dit, si on fait face à l'histoire avec courage, on n'aura pas la peine de le revivre. Si je l'ai bien exprimé, c'est beaucoup mieux en anglais comme Maya Angelou l'a écrit. Donc je pense que vraiment, pour éviter de revivre l'histoire des guerres de violence, il faut faire face à cette histoire. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est d'écouter les paroles des victimes. Et je pense qu'ici, et dans les autres pays, il reste un grand travail de mémoire à faire. Et j'espère que des autres personnes vont continuer le travail. Et je sais que des journalistes, etc., ici, les ONG sont en train de faire ce travail, mais j'espère que ça va continuer et augmenter, d'enregistrer les voix de beaucoup de victimes qui ont vécu ça. Vous, ici, vous pouvez raconter ce qui s'est passé beaucoup mieux que moi. Et vraiment, il y a le monde anglophone, je pense, j'espère, qui attendent à vous écouter. Donc, et en attendant de trouver votre livre, une version traduite en français ou en arabe, on a une petite quantité maintenant en version en anglais. Je ne sais pas si on peut l'acquérir quelque part pendant le SILA ou est-ce qu'il est possible d'acquérir le livre maintenant pendant le salon ou pas? C'est possible de lire en anglais un extrait sur le site web du livre. C'est www.karimabenoun.com. Et là, vous pouvez trouver l'histoire de Amel Zenoun en anglais. C'est aussi possible de trouver le discours TED. En anglais, le titre, c'est The Side of Terrorism That Doesn't Make Headlines. La partie du terrorisme qui ne fait pas la une des journaux. Malheureusement, ça c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français et il y aura des sous-titres en arabe aussi. Mais j'espère qu'il y aura une traduction en arabe, en français, et je tiens surtout à cette possibilité. Alors je vous remercie et voilà, à la prochaine fois, à la prochaine visite à Alger, au prochain livre, parce que je pense aussi que vous avez d'autres témoignages que vous voulez ressortir à chaque fois qu'il y a une édition, c'est ce que j'ai compris. Oui, oui, je viens. Il y a le livre de poche qui va sortir aux États-Unis en décembre, et pour cela, j'ai pu encore ajouter un autre chapitre pour un peu mettre à jour le sujet. Alors moi, je vous souhaite beaucoup de succès encore pour le livre. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au siège de l'APS. C'était un honneur, merci. Merci à vous. Merci Madame Karima Benoun.